fait, tout de même, on a l'impression que c'est au moment où les choses sérieuses commencent du côté politique et du côté du gouvernement et du président de la République que les Français partent en vacances. Quel dommage, puisqu'il va se passer des choses si importantes, comme par exemple les premières présentations de la loi travail la semaine prochaine. Et en même temps, cette semaine, on avait le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès et le discours d'Édouard Philippe avec la rentrée du Parlement, avec des députés qui vont travailler jusqu'à mi-août pendant que les Français auront le regard tourné vers la mer ou vers la montagne. Alors évidemment, ne soyons pas naïfs, il s'agissait de plaisanter. Bien sûr, tout cela n'est pas fortuit, n'est pas vraiment hasard. Il est bien évident que le président de la République et le gouvernement ont depuis un moment programmé l'idée de faire passer notamment la loi travail par ordonnance pendant les vacances, et pendant qu'effectivement les Français, quand même, et on les comprend, pensent à autre chose. En même temps, il y a d'autres annonces sérieuses qui ont été faites par le Premier ministre, même s'il s'est efforcé de biaiser, de noyer un petit peu le poisson, d'utiliser des formules alambiquées, voire parfois séduisantes pour tenir son propos devant les députés. Mais il y a notamment une idée qui ressort très forte, c'est que la France serait addicte à la dépense publique. Alors, addiction, on le sait, c'est l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, l'impossibilité de... C'est l'intoxication, c'est être drogué. Hein. Donc, la France serait addicte à la dépense publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être addict à la dépense publique? C'est quoi la dépense publique? C'est pas payer des gens à ne rien faire. La dépense publique, c'est quoi? C'est des routes, c'est des infrastructures, c'est des hôpitaux, ce sont des écoles, c'est même l'armée, enfin bref, tout ce qui fonctionne, fait fonctionner la vie de tous les jours dans un État développé. Et on sait, différentes études le montrent, qu'en réalité, un pays qui dispose d'infrastructures importantes, etc., il est mieux placé que les autres dans un certain nombre de domaines. Alors, en même temps, dans cette addiction à la dépense publique, il y a la question de l'impôt. À quoi sert l'impôt? Justement, l'impôt, c'est pas une mauvaise chose en soi. L'impôt, ça sert justement à financer tout ça, à condition qu'il soit juste. Or, le problème, qu'est-ce qui nous est présenté là? C'est d'un côté, par exemple, une augmentation de la CSG pour tout le monde, et le report en même temps de ce qui devait compenser cette augmentation de la CSG pour les salariés, à savoir une certaine suppression de charges. Donc ça c'est reporté, en revanche la CSG, ça c'est maintenu. Et l'augmentation de la CSG va être carrément brutale, je dirais, réelle pour les retraités qui ont plus de 1200 euros par mois de retraite, et pour qui ça va aller jusqu'à, on va dire, 400, 600 euros par an, ce qui est loin d'être négligeable. En même temps, bien sûr, il y a des baisses d'impôts, oui. Par exemple, l'impôt sur la fortune ne s'appliquera plus qu'au patrimoine, et non pas, je dirais, aux flux financiers que détiennent les particuliers, qu'ils investissent ou qu'ils n'investissent pas, bref, tout ce qui relève de la bourse, des dividendes et de l'enrichissement. Donc c'est une baisse effectivement, et en même temps c'est une sorte de timidité, puisqu'au fond l'imposition sur le patrimoine, elle pourrait être bien plus élevée. Les études de Thomas Piketty dans son livre Le Capital du XXIe siècle sont claires, sont aveuglantes de ce point de vue, à savoir que le patrimoine des Français les plus riches, il est absolument considérable. On peut se reporter au livre de Thomas Piketty pour les chiffres, mais il est considérable, il est l'un des plus importants au monde, peut-être plus qu'aux États-Unis. Donc tout ça, évidemment, ça passe à travers, je dirais, les gouttes. Et donc c'est un peu logique au fond, parce que en même temps, d'ailleurs, que passe aussi à la trappe, alors qu'on nous parle de 8 milliards à trouver pour boucler le budget, c'est curieux que le Premier ministre n'ait absolument aucun mot pour évoquer, par exemple, les 80 milliards d'évasion fiscale que la France subit chaque année, comme l'ont démontré les députés communistes Alain et Éric Bocquet, et d'autres d'ailleurs. Et donc ça, évidemment, on n'en parle pas. Le Premier ministre, au fond, raisonne dans un cadre précis qui est surtout, on ne touche pas au capital et on prend simplement les salariés, les retraités comme variable d'ajustement. Donc tout ça, évidemment, est profondément injuste, mais en réalité, ça découle tout droit de la pensée profonde d'Emmanuel Macron, parce que, je dirais, avec ses airs modernistes, en réalité, Emmanuel Macron, il pense, comme il l'a dit d'ailleurs, qu'il y a ceux qui réussissent, et il y a ceux qui ne sont rien.
Et tout de même, rappelons au passage qu'il l'a dit en inaugurant l'incubateur de start-up de Xavier Niel, grand patron de presse et patron de Free. Xavier Niel, rappelons-le au passage, même s'il y a prescription, dont la fortune a commencé avec le Minitel Rose et avec une entreprise qu'il avait appelée sans pudeur de services pornographiques. Bien, tout ça n'est pas formidable du point de vue éthique, mais bon, il y a prescription, avons-nous dit. Bref. C'est devant ce parterre de chefs d'entreprise, de start-upers, donc Emmanuel Macron a dit qu'il y avait ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Alors ceux qui ne sont rien, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, rien, c'est pas grand-chose. Mais c'est curieux, dans le vocabulaire d'Emmanuel Macron, il y a comme une récurrence du rien. Par exemple, des salariés qui sont illettrés. Par exemple, des chômeurs qui n'ont pas de costard parce qu'ils ne travaillent pas. Par exemple, les pêcheurs de Mayotte qui transportent du macronien, du comorien, pardon, du comorien. Et donc, disons-le clairement, il y a chez Macron, masqué derrière le vernis de son sourire et de sa modernité, ce que j'oserais appeler directement un véritable mépris de classe. Alors, qui est très inquiétant. C'est une façon de dire que les gens ne sont rien, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Alors, bien sûr, on pense à l'international, et ces mots d'un des plus célèbres refrains, nous ne sommes rien, soyons tout. Alors, restons raisonnables, entre tout et rien, il y a quand même de la marge et peut-être la place pour un peu plus de démocratie et un peu plus d'égalité.